puisque c'est les 10 ans du consortium, j'ai essayé de voir dans la continuité que Robert a présenté les origines. Moi, j'ai essayé de voir par la suite, sur les 10 années, qu'est-ce qui s'est passé, et surtout, c'est qu'un consortium comme celui-ci, sur une période comme celle-ci, a subi pas mal d'évolutions, de personnes qui sont à l'intérieur, mais aussi de thématiques, etc., et de voir comment la dynamique du consortium a essayé d'y répondre et comment ça peut préfigurer ce qu'on essaiera de voir si on arrive à continuer plus tard. Donc, un petit bout de rappel. Voilà. Donc, le consortium a été créé en 2014, déposé en 2013 et créé en 2014. C'est pas moi je suis arrivé bien plus tard, 4 ans après. Donc, c'est Robert et toute l'équipe autour de Robert qui ont déposé ça. Dans l'idée, ce qu'a déjà dit Robert, de fédérer cette communauté, de sensibiliser, c'est les nouveaux termes, c'est les termes qui ont été utilisés aussi, d'apporter cette expertise pour la sensibilisation. Et aussi cette idée de mettre en place le conservatoire, tout ça c'est ce qu'a rapidement présenté Robert. Et depuis, il y a eu 10 ans qui ont passé, 10 ans dans lesquels le consortium a cru, a augmenté dans sa communauté, dans ses réseaux, a intégré de nouvelles disciplines, plutôt archéologie, architecture au début, et de plus en plus d'autres thématiques. On voit qu'à l'heure actuelle, même les gens qui sont présents ici viennent de disciplines assez différentes. Les infrastructures ont évolué, et notamment au point de vue européen, déjà national au point de vue européen, donc il a fallu prendre en compte ces évolutions. On a évolué aussi sur les questionnements. La 3D est de plus en plus communément admise comme un outil, et donc les questionnements évoluent, puis les technologies évoluent, donc il faut se reposer de nouvelles questions. Et il y a eu des changements de coordinateur en cours de route, ce que j'ai dit, je ne suis que le troisième qui prit le relais en 2017-2018. Voilà. Donc il y a eu 3 étapes. Le schéma classique d'un consortium Humanum, les 4 premières années si on regarde, que j'identifie comme celles qui ont permis de créer la communauté 3D autour, donc le travail de Robert et de Jean-François, de créer cette communauté en mettant en place ces rencontres qu'on a aujourd'hui, en mettant en place des ateliers, des gens qui ont travaillé sur les thématiques, sur les recommandations, et donc poser les fondations, et notamment la publication de ces recommandations. Donc ces 4 premières années sont vraiment le socle, la fondation de tout le travail qui a été fait. Et donc c'est ce que je rappelle souvent dans le début, c'est ces recommandations, ce guide du cahier des charges, ces études critiques logicielles et matérielles qu'on met à jour encore actuellement. Et on va voir que c'est une des problématiques très fortes liées à la 3D, autour de l'archivage et autour du vocabulaire. Des éléments marquants qui sont la base. Il y a aussi un travail commun avec un projet européen Parthenos pour déposer un livre blanc commun sur toutes ces thématiques. De ce travaux-là, je retiens 2 éléments qui sont vraiment au cœur des fondations, notamment des outils, qui sont le graphe séquentiel de production des données 3D SHS, la réflexion sur quelles sont les données, à quel niveau on les utilise et quelles sont celles qui sont pertinentes à être sauvegardées. C'est parmi les évolutions dans ce qu'on a proposé, je vais en avance de phase sur ce que je présenterai peut-être vendredi, ce qu'on a présenté dans le prochain consortium, c'est quelque chose qu'il faudrait certainement revoir, qui nous a beaucoup servi sur les 10 dernières années, mais qu'il faudrait certainement réfléchir sous le regard actuel de la crise climatique, de la surproduction de données numériques, etc. Il y a peut-être des choses qu'on devrait revoir, repenser dans ce graphe de données-là. Ça fait partie des évolutions. On voit sur 10 ans, on a créé ça à une époque. L'époque, il y a 10 ans qui ont passé, il y a certainement des choses à revoir sur ce schéma-là. L'importance des métadonnées qui a été spécifiée dès le début avec la mise en place d'un schéma focalisé sur le CINES pour pouvoir des dépôts d'archivage au CINES, schéma qui a énormément évolué. Je vais en parler un peu plus tard, ça va être présenté après. Parce que les objets 3D ont changé, l'idée de la 3D a changé, les technologies ont changé,
les formats qu'on a pris en compte ont évolué, donc il a fallu faire évoluer toutes ces informations-là. Même l'objectif principal qui était déposé au CNES a évolué et on a des objectifs plus larges. Dès le début, ce qui a caractérisé le consortium, c'est prise en compte, j'ai mis utilisateurs entre guillemets, de quels sont les utilisateurs finaux de ces outils, notamment par le développement d'outils qui s'appellent Altag. Là, c'est vraiment aussi au cœur du consortium. On a des données complexes, lourdes, multiformats, je vais revenir là-dessus, complexes aussi par leur nombre, la quantité de données que l'on a. Il y a l'importance des métadonnées, il faut arriver à faire le pont entre ces deux éléments-là, et peut-être que des logiciels comme celui qu'on a proposé, qui aident à la simplification de la documentation pour créer des paquets, etc., pour l'archivage, sont des outils sur lesquels nous, on doit s'atteler, sur lesquels on doit encore travailler, certainement. Donc, arrive la deuxième période, donc on a cette assise, on a cette fondation, et on a déjà des évolutions, notamment en termes de à ce moment-là. Mais aussi le fait qu'on va, sur ces fondations, on pourra mettre en place des outils et lancer des expérimentations. Les outils, c'est principalement le conservatoire, et on va pouvoir expérimenter ce schéma de métadonnées, ces solutions, et voir si elles sont conformes à ce qu'on attend et à ce qu'attendent les utilisateurs finaux, et aussi avec une extension de la communauté, extension disciplinaire, extension en nombre. On a presque doublé le nombre de partenaires directs durant cette période-là, et aussi une forte extension vers les travaux, vers l'Europe, à ce moment-là. Donc on voit ces évolutions, et ce qui marque aussi cette période-là, c'est la prise en compte des principes FAIR. J'ai rajouté la publication qu'on référence souvent lorsqu'on parle des principes FAIR, donc l'article d'un Scientific Data, la Scientific Data de 2016, même si visiblement ces dernières années c'est controversé pour leur donner la paternité de ces principes FAIR. Mais on voit aussi qu'entre le moment où le consortium a été créé et les principes FAIR, il y a un certain nombre d'années qui ont passé, et donc même si c'était sous-jacent au début du consortium, il a fallu intégrer ces principes-là dans les réflexions. Au départ, c'était plutôt la science ouverte, et les principes FAIR ont dû être intégrés dans les réflexions, et notamment dans le travail qui a été fait sur les métadonnées. Et il se trouve que le travail était suffisamment, les principes FAIR étaient suffisamment, on va dire, pas triviaux, mais suffisamment bien pensés, et les travaux du consortium sur 4 étaient suffisamment bien faits sur la communauté pour qu'il n'y ait pas beaucoup d'évolution à faire à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est la mise en place d'infrastructures FAIR, notamment du conservatoire. Sarah parlera de ça juste après, en se reposant sur les infrastructures du manuel, en impliquant les principes FAIR. Sidox CRM, principalement, c'est cette période-là où aussi on va faire en sorte que les schémas de métadonnées soient compatibles grâce à une collaboration avec Masa ou avec le Sidox CRM, des intégrations d'outils de visualisation et la mise en œuvre du schéma de métadonnées. C'est posé aussi dans cette période-là une première réflexion autour des problématiques des formats. Désolé pour l'animation, elle n'est pas celle que je voulais. Le consortium sur les 4 premières années avait validé 2 formats au CNES, le PLY et le DAE, qui sont encore valides, ils sont encore à finaliser parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail de faire ce travail-là. Et on se rend compte que le nombre de formats, les types de formats sont très dépendants des applications, sont dépendants de l'époque, des logiciels, etc. Et c'est une galaxie de formats qui sont utiles plutôt qu'un nombre de formats réduits où il faut faire des convertisseurs, etc. Et donc la solution de faire des formats pour l'archivage est une question plus complexe que ce qui me paraît, peut-être avec une réponse plus large qu'il faudrait apporter. Ce qui a mené l'évolution justement de se focaliser sur le CNES se focaliser sur le conservatoire comme une pré-réflexion sur les dépôts que l'on pourrait faire après au CNES en étant un peu plus souple sur la notion de format avec plein d'autres formats, le GLTF, le Blender, etc. D'autres formats qui peuvent être sur la tomographie pour l'imagerie médicale, par exemple. D'autres formats sur l'apparence des matériaux, on en parlera certainement, j'en parlerai demain dans une autre présentation. Le travail avait été suffisamment bien fait pour que lorsqu'on s'est mis à collaborer dans le cadre du projet Ariane
sur la mise en place d'un protocole autour du SIDOC-CRM pour que les données soient moissonnées. Toutes ces informations étaient là. Il a fallu simplement, je mets des guillemets entre simplement, faire une mise en correspondance entre l'un schéma et l'autre pour pouvoir le mettre en place. Et donc, c'est là où on voit que l'opportunité, les projets, encore un peu comme ça a été présenté Robert, a créé la possibilité de s'interconnecter au plus large au niveau européen. Toujours, et aussi ça a permis la réflexion sur la prise en compte d'autres vocabulaires beaucoup plus standardisés. Donc, rapidement, la mise à jour aussi, l'internationalisation, à ce moment-là, on a commencé à travailler sur la traduction. C'est-à-dire que comme on rentre à l'Europe, pour qu'on soit connu, que notre travaux soient connus, soit reconnus, qu'on puisse collaborer, il faut faire un effort d'internationalisation. On a essayé de faire cet effort d'internationalisation par la traduction minimale, qui n'est pas finie, notamment sur l'archivage, parce que entre le moment où la consortium a commencé et le moment où on a commencé la traduction et maintenant, il y a tellement de choses qui sont passées entre-temps qu'il faudrait, essayer de travaux pour le prochain consortium, on a demandé qu'il faudrait bien revoir, repenser ce qu'on a fait pour bien intégrer à tout ce qui a été fait. 8 ans sont passés, il reste 2 années supplémentaires, dans lesquelles je les marque souvent comme l'époque de la réorganisation en préparation d'une prochaine labellisation. Pourquoi? Principalement, j'ai mis ici, il n'y a certainement pas tout le monde, les laboratoires qui se sont impliqués, les équipes qui sont impliquées dans le consortium, qui ont commencé à travailler, et donc une communauté qui a beaucoup grossi avec des thématiques très différentes. Le besoin aussi de plus trop se focaliser que sur les outils, un biais qui avait été pris par mon côté informaticien, certainement, et qu'il fallait remettre au cœur du travail les disciplines SHS et les mettre dedans. D'où le retour aux origines avec la remise en place des ateliers. Et ça reste l'outil fondamental. Ces ateliers sur des thématiques spécifiques sont, je pense, le cœur du fonctionnement et sont quelque chose qui sont à préserver. Donc, un certain nombre d'ateliers directement dédiés à la problématique de la 3D pour les SHS et dans lequel il y a aussi le besoin de former les acteurs qui utiliseront ces outils avec pas mal de travail qui a été fait sur la formation. Il y a eu du retard à l'allumage sur la formation, mais maintenant c'est une dynamique qui est bien lancée, qu'il faut encore accentuer quand on voit tous les utilisateurs potentiels qui ne sont pas encore courants de tous les travaux qui ont été faits au sein du consortium et les réponses qu'on pourrait leur apporter. Et un certain nombre d'autres ateliers autour qui sont cette fois-ci plus techniques pour essayer de rééquilibrer entre les deux. Collaborer aussi dans un réseau qui est cette fois-ci plus que national, mais qui est européen. On voit un certain nombre de partenariats là-dedans. Et essayer de communiquer en diffusant nos bonnes pratiques et voir quelles sont les bonnes pratiques des collègues aussi à l'Europe. Donc là, c'est un exemple d'une mise en ligne, d'une communication de tous les travaux qui ont été faits au sein du consortium. Tous ces problèmes de schéma, d'ouverture disciplinaire, etc., ont mené, ce sera présenté aussi après, à repenser ce schéma de métadonnées pour être beaucoup plus ouvert, accueillir plus de données différentes, pour pouvoir prévoir l'avenir, justement. Et ce schéma de données sera le cœur de travail, de réflexion pour tout autre type de données qui devrait intégrer. La mise en place aussi d'autres compatibilités, d'autres moissonnages au sein d'un réseau de plus en plus grand. Notamment, là, on peut dire que le conservatoire, ça en parlera, est moissonné par Isidore, ce qui est une très bonne chose, qui sera après moissonné à l'Europe par Opéra 3D. Donc, ça permet de bien diffuser les données qu'on nous dépose, ce qui est très important. Et le travail qui a été fait dans le groupe de travail sur les métadonnées, normalement, serait compatible avec l'Europeana Data Model, et donc on pourrait envisager que le conservatoire soit un navigateur pour Europeana, par exemple, pour le futur. Donc se pose la question maintenant, 10 ans sont passés, et est-ce qu'on a du travail pour les 4 années à venir, les 8 années à venir ou les 10 années à venir? Et la réponse est oh que oui. Il y a vraiment de travail, et plutôt que de le dire par moi-même, en travaillant sur le projet, on est tombé sur ce livre-là, enfin, Lady est tombé sur ce livre-là, il l'a lu
en détail. Et sur la fin, il y a des recommandations sur les données 3D, leurs spécificités pour la préservation, etc. Il y a un certain nombre de points que je trouve absolument intéressants. On pourrait considérer que les données 3D sont des données comme les autres. C'est comme de la vidéo, etc. Il y a plein de choses. Il y a des données qui peuvent être très larges, des données qui peuvent être dans des formats propriétaires. Il y a du post-processing, du post-traitement pour pouvoir les transformer, qui peuvent altérer un peu les données. Il faut prendre en compte ça dans la transformation. Et il y a surtout un manque, en général, d'un analogue physique. C'est-à-dire qu'on a du mal à recréer ces données avec un analogue complètement physique. Donc ça, c'est ce qui plaiderait sur le fait que les données 3D soient des données comme les autres, mais en fait, elle a des spécificités. Et les spécificités des données 3D, c'est que c'est en fait pas un type de données, c'est plein de types de données différentes, avec des formats différents, le tout mélangé ensemble autour d'un projet, d'un objet, comme c'est défini au sein du schéma de l'état de données. Et ça fait déjà une grosse spécificité. C'est-à-dire la donnée 3D, c'est pas simplement un maillage. C'est un maillage avec des images qui ont servi, des textures qu'on met dessus, ça peut être des animations, ça peut être beaucoup plein de choses qui s'agrègent autour de la donnée 3D. Et ce qui est très intéressant aussi sur la fin, qui dit, c'est que la préservation de ces données, en fait, elles sont beaucoup plus similaires à la préservation de données réelles. C'est-à-dire que la complexité, la multiplicité des données, mais aussi, j'ai envie de mettre en gras ici, c'est en gras aussi la multiplicité des usages des utilisateurs, fait qu'on a tellement de choses qu'il faut les considérer comme la conservation des objets physiques qui est dans les musées, par exemple, et se dire, presque au cas par cas, qu'est-ce que l'on fait pour chacun de ces objets. Et pour ces données aussi, ce qu'il faut, c'est avoir des experts très spécialisés, extrêmement spécialisés pour chacun des types de données, pour chacun des workflows, je n'ai plus le mot qui revient en anglais, des chaînes de travail, des processus, et qui ont été éduqués à prendre en compte les différents types de données 3D, que les différents usages, et essayer de voir comment on peut préserver. Et là, c'est complètement, on est vraiment au cœur du travail que l'on fait dans le consortium et qu'on doit continuer, c'est essayer de regarder toutes les applications, tous les types de données, tous les logiciels, et voir quels sont leurs bons usages et comment avancer sur le sujet. Donc, c'est ce qui fait dire aussi, bon, ça, c'est un livre qui date il y a pas longtemps, c'est 2022, ce livre-là. Et donc, on voit qu'on est loin d'avoir tout résolu, et donc on a encore du travail pour de nombreuses années, rien que pour explorer l'ensemble des usages et l'ensemble des types de formats qui, en plus, vont évoluer, et des thématiques qui évoluent. Voilà, donc je vais arrêter ici. Je ne sais pas si j'ai perdu plus de temps ou si j'en ai gagné un peu.